Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord je veux vous remercier. D'abord, je veux m'excuser parce que je suis en retard. J'ajouterai à cette première grossièreté une seconde, c'est qu'arrivé en retard, je partirai vraisemblablement en avance. Mais cela est dû au temps, celui-là, et je veux vous remercier d'ailleurs de l'attention si délicate que vous avez eue, en particulier peut-être Philippe Tillet, de faire en sorte que je sois accueilli sous un temps qui ne me change pas tellement de la Normandie. Cette délicatesse supplémentaire n'était pas indispensable, mais en tout cas je l'apprécie. Il est vrai aussi que vous m'aviez invité alors que j'étais le président du groupe socialiste, groupe ô combien important, composé à l'époque de 59 membres, qui de temps en temps se posait la question par rapport aux 500 parlementaires des partis de droite, qu'est-ce qu'on fait s'ils se lèvent et s'ils marchent sur nous? La situation a changé. L'équilibre est un peu différent. En tout cas, ayant accepté avec plaisir cette invitation, puisque les sujets m'intéressent, il n'y avait pas de raison que le changement léger de local qui a été le mien, et le changement beaucoup plus important politique dans la nation, modifie mon acceptation, donc merci, et je suis heureux d'être ici. Si j'ai bien compris, après mon petit topo, on va avoir l'occasion de discuter. Alors, il y a toute une série de sujets que je n'aborderai pas dans le topo que j'ai préparé, mais on pourra les aborder ou revenir sur cela dans le débat qui suivra. J'attends d'ailleurs beaucoup de ce dialogue, d'abord à cause du sujet que vous avez choisi, qui est tout à fait capital, mais parce que ça m'est une occasion de rendre un hommage particulier, celui-là en qualité de président de l'Assemblée nationale, à l'action accomplie par les Francas au service de l'enfance et de l'adolescence, domaine difficile et important s'il en est. Dans cette perspective, et je pense que les journées que vous passez ensemble au Carélis en témoignent, il faut saluer à la fois le militantisme et la justesse de votre action. Il faut aussi saluer le fait que vous ayez choisi un thème qui justifie tout à fait la réussite et l'importance de votre rassemblement. Parce qu'avec la question de l'aménagement des temps de l'enfant, nous sommes vraiment au cœur de notre activité quotidienne et au cœur de ce qui sera le futur. Pourquoi? Parce que, évidemment, s'intéresser au temps de vie des enfants, c'est poser trois séries de problèmes majeurs. D'abord, ceux qui sont liés à l'éducation. L'école est évidemment une référence centrale, un espace de vie et d'apprentissage fondamental, mais d'autres formes de socialisation ont aussi leur importance. Ce n'est pas vous que je dois convaincre de cela. Tout nous incite à réfléchir sur l'éducation du siècle qui s'ouvre, quels en seront les outils, quels en seront les acteurs, quels en seront les temps, quels en seront les espaces, assurément plus diversifiés qu'aujourd'hui. Comment se combinent-ils? Comment se compléteront-ils? Ce sont toutes ces questions qui méritent d'être posées dans une première série de problèmes. Viennent ensuite les questions liées au temps libre. Chaque Français, c'est bien maintenant, dispose en moyenne de 3 fois plus de temps libre qu'au début du siècle. Les mutations technologiques, les évolutions de systèmes de production, l'allongement de l'espérance de vie, tout cela et beaucoup d'autres choses convergent pour modifier en profondeur les rythmes de vie et d'activité des adultes. Cela ne s'est pas fait sans lutte, sans combat. Combat des associations, combat des militants, combat des politiques. Des résultats ont été acquis, mais nous devons incontestablement aller plus loin. Si, comme votre manifestation le rappelle, le temps libéré commence dès l'enfance, ajoutons immédiatement, c'est votre approche d'ailleurs, que le temps qui sera libéré pour les adultes,
je songe à la future et, selon moi, souhaitable semaine de travail de 4 jours, qui est, en matière de travail, le véritable objectif. Eh bien, tout cela aura des conséquences sur le rythme et le temps de vie des enfants. Comment structurer de façon souple, dynamique, ce temps nouveau, comment occuper, instruire, intéresser les enfants, tout en permettant aux familles de s'épanouir et de se rassembler. C'est une deuxième série de problèmes, évidemment liés à la première série, mais qui ne se confond pas avec elle tout à fait. Et puis, troisième question ou série de questions, précisément comment mettre en place une politique du temps libéré pour l'enfance, comment concilier les initiatives locales et la lisibilité nationale, comment dessiner une action de l'État en concertation avec les associations et les collectivités locales. Beaucoup reste à imaginer. Je m'efforcerai d'apporter quelques réponses, mais évidemment pas toutes, à ces interrogations, d'autant plus que j'ai la conviction, et vous avez choisi cette année ce sujet, que l'organisation du temps libre des enfants peut devenir une sorte de laboratoire pour l'ensemble de la société et le devenir de ses membres. Éducation donc en mouvement, temps libre en progression, société en évolution, ce sont 3 notions très importantes. J'en ajoute une que nous devons préserver dans son intégrité et qui est tout simplement l'enfance. Les enfants ont longtemps été considérés comme de petits hommes, au mépris de ce qui fait la spécificité de cet âge de la vie, celui des commencements, des doutes, des hésitations, des craintes, des audaces, celui où tant de choses se jouent pour la suite. Or, l'enfant n'est pas seulement un écolier, ni même un petit garçon, une petite fille, un fils ou une fille, c'est un individu à part entière qui a le droit d'être respecté en tenant compte de son âge, de ses besoins et de sa maturité. Le XVIIIe siècle a vu dans notre pays se développer la notion, il y a beaucoup d'études là-dessus, de l'amour maternel. Le XIXe, parmi ses conquêtes, a interdit le travail des enfants et généralisé l'instruction primaire. Le XXe, parmi d'autres conquêtes, par une convention internationale, a accordé des droits et des garanties à tous les enfants. Eh bien, avec le nouveau siècle qui s'ouvre, une politique, cette fois-là globale, de l'enfance est nécessaire. Elle ne peut pas se limiter, même si c'est capital, à la famille et à l'école. Il faut en multiplier les outils et les fronts, tout ce qui concourt à organiser l'égalité des chances, à favoriser le droit à une vie remplie, correcte, à obtenir une éducation réussie, à faire des citoyens responsables et libres. Tout cela doit être mis en œuvre. Pour y arriver, l'actualité le montre, une meilleure structuration des temps de vie des jeunes est urgente. Nous arrivons à la fin des grandes vacances, mais vous le savez mieux que moi, pour 6 enfants sur 10, l'été, c'est rester dans leur univers quotidien, souvent fait de béton et de désœuvrement, et je n'oublie pas que je suis maire. 1 500 000 enfants vivent dans la précarité. Combien sont l'objet de violences, de sévices? Combien n'ont pas l'ancrage dont ils ont besoin? Ce n'est pas, je fais allusion à une actualité que chacun a en mémoire, en prenant des arrêtés qui chargeraient la police de ramasser les mineurs de moins de 12 ans errant dans la nuit, sans davantage chercher les raisons de ce vagabondage, qu'on résoudra le problème, plutôt que d'estimer que le temps de l'enfant est l'affaire exclusive de la famille ou de lui-même, la société n'ayant alors à s'en préoccuper qu'en cas de danger extrême pour sa sauvegarde. Pour ma part, je privilégie une autre orientation, une orientation solidaire, où la société a pour mission de structurer les conditions de vie des enfants par des moyens adaptés. C'est aussi ce à quoi vous œuvrez, je le sais et j'admire ce travail. Ceux qui partagent notre conviction savent aussi que du chemin, reconnaissons-le, a été accompli au cours de ces dernières années, à travers toute une série d'initiatives, imparfaites comme toute initiative, mais utiles. Les zones d'éducation prioritaire qui ont essayé d'associer dans des projets communs les enseignants, les animateurs, les travailleurs sociaux. Je pense aussi à diverses opérations comme le développement social des quartiers, les plans anti-été chaud, devenus les villes vie-vacances, les opérations écoles ouvertes et beaucoup d'autres encore. Pour ce qui concerne les rythmes scolaires, j'ai le souvenir que les premiers aménagements remontent au dispositif appelé à l'époque Calmat-Chevènement, du temps du gouvernement d'ailleurs que je présidais. L'idée de la globalité de l'enfant et de ses temps de vie était déjà là, mais le mouvement s'est amplifié depuis et il doit continuer de le faire. Il faut en effet désormais aller plus loin. Il faut penser l'aménagement des temps de l'enfant dans une perspective qui refondrait l'ensemble de notre politique éducative et pour y parvenir,
nous devons bien sûr répondre à ces deux questions complémentaires que sont l'aménagement des rythmes scolaires et la structuration du temps libéré. J'essaierai de le faire, mais j'évoquerai également un élément important qui n'est pas toujours considéré à sa valeur juste, le rôle des technologies nouvelles. Dans une politique éducative soucieuse des temps, des espaces et des rythmes de vie des enfants, le développement de ces technologies, qu'on appelle maintenant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, m'apparaît à la fois essentiel et indissociable de vos préoccupations. Je commencerai donc, si vous le voulez bien, par évoquer un certain nombre de considérations sur l'aménagement des rythmes scolaires. C'est évidemment une nécessité qui répond aux évolutions de la société. Les travaux scientifiques, notamment ceux des professeurs Henneberg, Montagnier, Testu, beaucoup d'autres, les acquis de la chronobiologie et de la chronopsychologie nous confortent dans notre approche. Nul ne conteste désormais, je l'espère, en tout cas pas ici, que l'enfant est plus disposé à l'apprentissage des savoirs fondamentaux le matin et en seconde partie d'après-midi qu'immédiatement après le déjeuner. Et pourtant, la France, il y a des Européens parmi nous, et je les salue avec d'autant plus de plaisir, se distingue des autres pays européens par une journée scolaire encore trop étirée, mal équilibrée, par des vacances estivales longues et des congés qui restent insuffisamment répartis sur le reste de l'année. Il y a eu beaucoup de travaux sur ce sujet, mais je suis de ceux qui considèrent qu'une réflexion supplémentaire s'impose sur le calendrier. Elle doit aboutir à une meilleure organisation de la journée, de la semaine, et à une meilleure alternance entre période scolaire et période de congé. Les principes et les objectifs sont assez clairs. Il ne s'agit pas de privilégier les attentes des seuls parents ou des seuls enseignants, ni de rechercher d'abord le bonheur des, au demeurant très respectables, loueurs de pédalos. Il s'agit de songer d'abord au bien-être et à la santé de l'enfant. Autre point, il convient à la fois d'accroître ce que j'appellerais le plaisir collectif d'aller à l'école, mais aussi de permettre une amélioration d'ensemble des résultats des écoliers. Il faut également ne pas séparer trop fortement les disciplines fondamentales des activités dites d'ouverture. Dernier élément, enfin, évidemment ne pas déresponsabiliser l'enseignant, mais inscrire son action en partenariat avec d'autres intervenants. Je voudrais dire quelques mots sur plusieurs de ces aspects. Si l'on veut améliorer les résultats, c'est-à-dire aboutir à un recul de l'échec scolaire, qui reste quand même très important, on doit considérer le système dans son ensemble et donc les enfants de 3, voire 2 à 16 ans. Jusqu'à présent, l'aménagement des rythmes scolaires a concerné l'école maternelle et primaire, et c'est très important. Le collège a été peu touché. Pourtant, c'est probablement au collège qu'un certain nombre de difficultés majeures sont les plus importantes. C'est là que certains enfants décrochent de façon définitive, là que la violence se manifeste souvent. Il est donc, à mon avis, souhaitable d'étendre au collège la frontière nouvelle d'une politique d'aménagement des rythmes scolaires. L'étude consacrée par Georges Photinos à cette question montre que les expériences d'aménagement des rythmes scolaires dans les collèges sensibles ont permis de favoriser le recul de la violence et l'intégration citoyenne des élèves. Je crois qu'il est légitime d'aller plus loin et de développer ces expériences dans le cadre des projets d'établissement et de façon progressive, en commençant par les classes de 6e et de 5e. D'autre part, la modulation des rythmes scolaires exige une réflexion sur les programmes et sur l'offre de savoir. Depuis les années 50, l'année scolaire a été réduite de plus de 50 demi-journées, ce qui est très important. L'allègement des programmes, dont on parle si souvent, s'impose dans les faits, en les recentrant sur l'acquisition accessible à tous des savoirs primordiaux, transversaux aux disciplines. L'intégration sociale exige non seulement l'acquisition d'un savoir de base, mais aussi des compétences variées comme l'innovation, l'anticipation et la créativité. Le système éducatif du nouveau siècle devra prendre en compte ces données fortes. L'aménagement des rythmes scolaires ne peut pas se désintéresser, évidemment, de ce qui se passe dans la classe et hors la classe, des évolutions nécessaires des savoirs et de la pédagogie. Autre observation complémentaire, les activités périscolaires doivent absolument être intégrées à un projet global d'école, même si elles supposent des lieux et des partenaires extrascolaires. Non pas, évidemment,
Ce n'est l'esprit de personne ici, choisir les associations contre l'école, mais imaginer des formes nouvelles de travail en commun dans un projet éducatif global. Non pas bien sûr saper les fondations de notre enseignement public, laïque, gratuit, obligatoire, qu'il faut renforcer, mais abattre un certain nombre de murailles qui subsistent et qui parfois l'isolent inopportunément du reste de la société. Deuxième série d'observations. L'aménagement des rythmes scolaires prend tout son sens dans une politique d'ensemble d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant. Nous connaissons toutes les vertus que comporte le temps libéré, et ces vertus sont immenses. Pour autant, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, si on n'y prend pas garde, l'avènement de nouvelles inégalités pourrait en être le contre-coup. Bien sûr, ici ou là, on nous réplique « le marché va répondre aux attentes de chacun ». Et sans doute peut-il le faire pour les loisirs ou le soutien scolaire de certains enfants dits de bonne famille, mais pour les autres, pour ceux, et c'est le cas dans ma commune, qu'une place de cinéma à 40 ou 45 francs, une journée de parc dans un parc de loisirs à 100 francs et même parfois beaucoup plus, ou même l'accès à une piscine ou à un stade ne peuvent pas concerner, pour ceux que précisément un gouvernement de gauche ne doit pas oublier, le temps libéré ne sera-t-il que du temps perdu ou du temps gâché, partagé entre la rue et le téléviseur? Évidemment, c'est hors de question. Nous devons refuser cette perspective. Je le répète, le temps libéré des enfants est de la responsabilité de l'ensemble de la collectivité. Pour remplir cette mission, les objectifs sont, en tout cas les définir, assez simples. Réduire les inégalités devant le temps libre, favoriser la valorisation des qualités de l'enfant, renforcer la citoyenneté et la civilité par une mise en contact avec l'univers social et la collectivité. Les partenaires de cette opération sont connus. L'école, le collège, le lycée, c'est évident. Les familles, bien sûr. Comme l'aménagement des temps de l'enfant ne peut être que décentralisé, c'est aussi aux municipalités, départements, régions, pour les collèges et les lycées, de le piloter en étroite coordination avec le monde associatif. Votre action prouve, si besoin était, le dynamisme et le prix de cette action. L'État, enfin, ne peut pas être absent. Contrairement à ce qui s'est passé dans une époque qui n'est pas tellement lointaine, les ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports doivent agir de façon concertée. Enfin, si l'Europe, non pas celle qui souvent décourage ou même déplaît, mais celle qui s'est avancée, qui s'est rapprochée, qui s'est progressée, peut, avec intelligence, introduire tout de même un peu d'harmonie, non pas d'uniformité, mais d'harmonie dans les rythmes de vie de ces écoliers, sans doute, je crois que nous y gagnerons de petits Européens. Mais sans attendre cette étape, je voudrais formuler quelques suggestions plus précises. D'abord, dire que, bien évidemment, comme toute chose, l'aménagement des temps de l'enfant a un coût. Certains l'ont évalué, on dit 2000 francs par écolier et par an, je ne sais pas si c'est le chiffre exact auquel vous arrivez, mais si l'on ne veut pas, encore une fois, que le temps libéré soit un temps vague, un temps qui ne serait pas utile pour l'épanouissement de l'enfant, cela suppose que l'effort soit pris en compte et, dans l'état actuel des responsabilités des uns et des autres et des finances publiques, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que de répartir équitablement l'effort entre l'État et les collectivités locales pour mobiliser les crédits nécessaires. Je crois aussi, peut-être y avez-vous consacré certains de vos travaux, que, puisque le gouvernement vient d'annoncer, c'est une excellente chose, que des emplois jeunes vont être décidés, et l'Assemblée nationale se saisira de cette question dès le 16 septembre, toute une partie de ces nouveaux emplois pourrait et devrait être consacrée à la prise en charge du temps périscolaire et extrascolaire. Mais le problème qui se pose, je ne sais si la religion, nous sommes ici entre laïcs, du gouvernement est déjà faite, est de savoir comment vont être affectés ces emplois, dans quelle structure. Je pense que les associations trouveraient qu'il serait dommage qu'elles ne puissent pas être directement partie prenante dans le dispositif. Et je crois que si on agissait d'une façon différente, ce serait une occasion manquée. Donc il y a des discussions à avoir
par rapport à tout ce qu'on entend ici ou là. Et je suis sûr que si ces discussions auront lieu, si elles n'avaient pas lieu avant, elles auront lieu évidemment lorsque le projet de loi viendra en discussion au Parlement, c'est-à-dire d'ici 15 jours. Je pense qu'il faut mettre pleinement les associations dans le coup. Réfléchir au statut des intervenants. La précarisation constitue un danger tout à fait réel. Un autre grand danger serait une hétérogénéité excessive. Deux des propositions du monde associatif, parmi beaucoup d'autres, et notamment de vous-même, me paraissent particulièrement intéressantes. L'idée d'un statut pour les intervenants bénévoles qui déterminerait qualification, protection sociale et indemnisation, et l'idée de développer davantage la filière de qualification initiale pour les professionnels de l'animation des temps de l'enfant. Ces métiers sont de vrais métiers, ils ne s'improvisent pas, et je crois donc que les parlementaires, les responsables politiques devront, avec vous, se pencher sur ces sujets pour faire avancer les choses. L'institutionnalisation du temps libre pourrait aussi reposer sur des centres de loisirs renforcés et modernisés afin de devenir de véritables lieux d'ouverture sur la vie. Je suis maire, je suis aussi président d'une agglomération. Je mesure qu'au niveau local, la création d'un outil de coordination, d'évaluation et de contrôle de l'aménagement du temps de l'enfant serait fortement utile. J'ai noté que vous proposiez de lui donner un statut d'établissement public local. C'est une des solutions parfaitement envisageables. Je crois aussi qu'il ne faut pas arrêter la prise en charge du temps libre des jeunes adolescents à la fin de l'après-midi, mais qu'il faut réfléchir, c'est une disposition d'esprit nouvelle, à des dispositifs spéciaux pour la soirée, en période estivale, mais probablement pas seulement en période estivale. L'actualité le confirme, il s'agit d'une question très importante. Le temps des enfants ne s'arrête pas à la fin de l'après-midi, et donc il faut s'adapter à la réalité de la vie. D'une façon générale, nous devons encourager les politiques de projet. Il serait absurde de vouloir tout décider d'en haut ou de prétendre déterminer a priori les meilleures formes d'action pour telle ville ou tel quartier. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est en raison des besoins locaux et des possibilités locales qu'il convient d'utiliser les moyens que l'on peut mobiliser. Cette politique de projet a fait dans beaucoup de secteurs la preuve de son opportunité. Dans le domaine dont nous parlons, elle a montré son intérêt. Il faut développer cette politique de projet et mieux l'organiser. Troisième série de remarques, l'aménagement des rythmes scolaires et des rythmes de vie des enfants participe évidemment à une politique éducative globale telle qu'on peut l'envisager, une politique de l'enfance du siècle qui vient. Il s'agit de l'avenir. Un tel projet doit donc utiliser les technologies nouvelles, qui ne sont pas une invention de jeunes cadres branchés, mais une réalité avec laquelle il faut compter. Aujourd'hui, l'Émile du bon Jean-Jacques serait sur Internet et Mallet, Isaac et Becherel consultables par CD-ROM. Je centrerai donc quelques éléments du reste de mon propos sur cet aspect qui me paraît très important. De fait, les technologies nouvelles vont absolument tout bouleverser. Et même les plus imaginatifs d'entre nous n'ont pas l'idée de ces bouleversements. Parce qu'elles peuvent être interactives et qu'elles associent l'image, le son et le texte, elles sont par définition potentiellement puissamment éducatives, bien plus que séparément une télévision ou un ordinateur. Avec elles, les trois piliers de notre système scolaire, jusqu'ici, un horaire, une classe, une discipline, sont de fait remis en cause. Elles permettent une individualisation et une délocalisation inédite dans l'acquisition des connaissances, puisque tout le savoir est, en théorie du moins, consultable par tous, de partout, à tout moment. Elles rendent ainsi possible une pédagogie différente. L'enfant est face à une machine qui ne le juge pas. L'ordinateur connecté favorise, si on s'y prend bien, le travail coopératif. Les élèves peuvent davantage imposer leur rythme personnel. Nous sommes ici d'une autre façon au cœur du même sujet. Il n'est plus aujourd'hui d'activité qui ne nécessite ou ne permette l'usage de l'ordinateur ou de machines communicantes. Le multimédia doit donc s'inscrire
dans une stratégie d'éducation globale pour jeter des nouveaux ponts entre les espaces-temps scolaires, périscolaires et extrascolaires dans le cadre de ce que j'appelle une éducation permanente. Nouveau rapport au temps. Le multimédia est en effet à la fois une activité nouvelle et une nouvelle façon d'acquérir les savoirs classiques. Il met la science à portée de chacun, offre de l'intelligence, épargne du temps de consultation et de recherche, mais en consomme aussi beaucoup par la diversité et la multitude, certains diront le désordre de ses possibilités. Nouveau rapport à l'espace. Le virtuel permet aux enfants de sortir de leur territoire propre, de leur campagne, de leur quartier, pour accéder à des lieux et des espaces virtuels, gisements d'informations, musées, paysages, découvertes, que sais-je encore. Les jumelages électroniques multiplient les échanges à des coûts limités. Pour nos enfants, il s'agit bien d'un continent nouveau. Il faut que nous leur donnions les moyens de le conquérir parce que l'illettrisme technologique, bientôt, ne sera pas plus acceptable qu'un autre. Car le danger est évident. Les journaux d'aujourd'hui font leur titre, ce qui n'est pas vraiment un scoop, sur l'inégalité des chances dans l'école. Nous le savons bien. Mais il ne faudrait pas qu'aux inégalités existantes, déjà extrêmement fortes, s'en surajoutent de nouvelles. Inégalités technologiques d'accès à Internet et à d'autres techniques au sein même de l'école, entre celles qui seraient largement dotées et celles qui seraient moins bien loties, et en dehors du temps scolaire, entre les familles favorisées et les autres, séparant ce qu'on appellerait les info-riches et de l'autre côté les info-pauvres. Nous devons refuser que certains enfants soient tenus à l'écart de cette révolution en raison de leurs origines sociales, de leur lieu d'habitation ou de leur milieu culturel. Le développement scolaire, périscolaire et extrascolaire des nouvelles technologies devra donc, selon moi, constituer désormais une vraie priorité. Faire des nouvelles technologies un instrument au service de l'aménagement des temps de l'enfant, ce sera développer leur implantation sur 3 sites principaux. Et je ne suis pas de ceux qui disent un seul à l'exception des autres. À l'école, naturellement, dans la classe ou dans les centres de documentation qui doivent devenir de véritables centres multimédia, l'école doit assurer l'égalité des chances de chacun à utiliser le multimédia et accéder au savoir qu'il transmet. Dans le cadre d'infrastructures municipales aussi, qui seront accessibles aux enfants durant leurs activités périscolaires, les municipalités ont construit des infrastructures sportives, il faut concevoir et généraliser des infrastructures multimédia à l'intérieur ou à côté des bibliothèques traditionnelles. À la maison aussi, mais comme les inégalités sont les plus fortes dans le cadre du foyer, nous devons faire le nécessaire pour réussir l'implantation du multimédia sur les sites précédents où les associations ont leur pleine place, qui sont publics, accessibles à tous, certaines associations ayant leur site propre. Dans cet esprit, et pour m'en tenir à l'école, je veux formuler 5 propositions dont la mise en œuvre me paraît souhaitable dans le cadre de la législature qui s'ouvre. D'abord, assurer la formation des enseignants à l'ordinateur communicant, en la rendant obligatoire dans les IUFM et en organisant une formation continue pour les enseignants déjà en poste. Cela me semble indispensable. Valoriser les initiatives individuelles et l'implication des enseignants, en désignant un enseignant responsable des nouvelles technologies dans les établissements scolaires, sachant que le temps consacré à cette mission pourrait être compensé par telle ou telle décharge, par telle ou telle valorisation d'ordre salarial. Équiper les établissements scolaires. Un programme d'ensemble réalisé sur la base d'évaluations académiques permettrait de déterminer les modalités les meilleures d'acquisition des matériels multimédia. C'est d'une certaine façon un expert avec les bons et les mauvais côtés de l'expertise qui vous parle, puisque j'avais été à l'origine du très commenté plan informatique pour tous. Tirons-en les leçons, toutes les leçons, des bons et des mauvais côtés. Idée, d'une certaine façon, à 15 ans de distance, prémonitoire. Mais dans les faits, souvent très mal traduite, parce que unilatéralité, parce que tout descend d'en haut, parce que matériel uniforme, parce que surtout non suivi, et que dès lors que les choses sont non suivies, elles deviennent obsolètes et l'on range les matériels dans les tiroirs. Et d'autres conclusions encore.
alors, puisque d'une autre façon, 10 ans, 15 ans plus tard, il s'agit, chacun ayant désormais mesuré l'importance de ces problèmes, de faire un grand effort multiforme d'équipement des établissements scolaires, réfléchissons à la meilleure manière d'aborder ce sujet, dont le coût sera important. Et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Un partenariat s'imposera entre l'État, les collectivités territoriales, les constructeurs de matériel, les prestataires de communication téléphonique, mais par rapport aux politiques, au pluriel, dont la mission est tout de même d'écouter, d'entendre et de tracer des orientations, j'estime que le projet d'un ordinateur par classe, d'une mise en réseau des enseignements et des établissements, voire la création dans chaque collège, chaque lycée d'une salle de visiocours interactif, tout cela doit constituer un objectif qui serait à notre portée. L'exemple d'ailleurs des serveurs mis en place par certaines académies le montre. Repenser les programmes scolaires en y intégrant les nouvelles technologies à la fois comme discipline à part entière, comme moyen d'enrichir l'enseignement des disciplines traditionnelles et comme outil permettant de diversifier et d'approfondir la recherche documentaire. Dans nos sociétés de l'information, il ne s'agit plus seulement de maîtriser un savoir, mais aussi de connaître les sources qui permettent d'y accéder. La réflexion devra donc être accélérée à propos des conséquences de cette évolution sur nos programmes scolaires. Développer la création de produits éducatifs et favoriser le développement d'une véritable industrie dans ce secteur, ce qui suppose de pourvoir en moyens financiers suffisants l'aide à la production et de favoriser la diffusion des logiciels multimédia. Nous avons une tradition d'excellence dans la recherche pédagogique et il serait, à mon avis, très grave que nous acceptions une situation dans laquelle les manuels électroniques soient rédigés exclusivement aux États-Unis, cas échéant au Royaume-Uni. Quel serait alors, sinon l'avenir de notre culture, du moins celui de notre langue? Et puis, j'ajoute, parce que je ne suis pas de ceux qui se résignent à je ne sais quel hyperlibéralisme, réglementer aussi, d'une certaine façon, l'accès sur Internet. On sait que très souvent, le laisser-faire rejoint l'affairisme, et il me semble que quand on voit un certain nombre de perversions, on ne peut pas rester inactif devant la multiplication d'un certain nombre de sites où l'on fait commerce de tout. De telles mesures réclament une ambition nationale, une ambition politique, même si leurs modalités d'application devront être décentralisées. Le nouveau gouvernement, il l'a montré encore cette semaine d'une façon très forte, en est conscient. Il s'y attelle donc, et ce faisant, il va contribuer, parce que c'est sa mission, à la démocratisation qui commence dès l'enfance de l'univers du multimédia. C'est aussi de cette façon qu'on initiera une politique de la formation tout au long de la vie, au profit des adultes, une politique d'éducation continuelle, et qu'on limitera une certaine tyrannie du diplôme initial. Je voudrais, en m'excusant auprès de vous d'avoir été peut-être trop court, trop long, je ne sais, et de n'avoir pas traité toute une série de préoccupations qui sont les vôtres, mais il y a une part d'arbitraire dans toute intervention, je voudrais faire, pour conclure, 3 remarques. D'abord, rappeler que vous avez choisi un sujet tout à fait majeur, puisque l'aménagement des rythmes de vie des enfants est une question essentielle. Elle suppose des solutions localisées, inscrites dans le cadre d'une ambition nationale. Elle ne peut se fonder, à mon sens, que sur le partenariat à tous les niveaux de décision et de délibération collectifs, en associant la diversité des acteurs. Ce ne doit plus être l'État qui commande d'en haut. C'est un réseau de compétences croisées qui impulse ses propres dynamiques. L'action politique en est d'une certaine façon transformée, la démocratie s'approfondit et je suis persuadé que les enfants y gagnent. Sur ce terrain s'invente au quotidien, de façon pragmatique, la seule façon qui puisse réussir de changer la vie. Deuxièmement, pour que le temps libéré des enfants ne devienne pas une sorte de terrain vague, un temps d'inégalité nouvelle, la société doit se donner les moyens de l'organiser et de le structurer. Nous devons faire prévaloir une conception solidaire des temps de l'enfance. Enfin, l'éducation du siècle qui vient devra associer l'école à de nouveaux, entre guillemets, partenaires.
Ne pas assez demander à l'école, ce serait remettre en cause le service public de l'éducation nationale. Mais trop lui demander, ce serait l'empêcher d'accomplir ses missions fondamentales. Un équilibre est donc à inventer où l'école reste l'acteur principal, mais pas le seul. Pour toutes ces raisons, j'attache la plus grande importance à votre action et j'apporte au Franca mon soutien entier et fraternel. Eh bien, après cette intervention qui a survolé un grand nombre de points, mais comme le président l'a dit, n'a pas tout dit,